Donc les amis, petite vidéo aujourd'hui, pas de CTF. On va voir comment installer Parrot OS parce que j'ai beaucoup de questions. On me demande qu'est-ce que j'utilise. Bah, j'ai dégagé ma VM Kali et je repasse à Parrot. Donc ça fait un bail que je l'ai pas utilisé. On, on va aller voir ça ensemble tranquillement. Je vais lancer mon navigateur, je vais vous donner l'adresse du site. Choper choper la version VMware Pro. Et je vais vous montrer comment installer VMware Pro. Je vais vous donner des clés CD. Comme ça, vous pourrez l'enregistrer. Et l'avantage de VMware Pro, c'est qu'on peut faire des snapshots. Donc, vous pouvez parfaitement sauvegarder vos VM quand vous le voulez. Vous pouvez, comme on l'utilise en entreprise, vous pouvez programmer des snapshots tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et bah, c'est beaucoup plus rapide, hein. C'est la version qui n'est pas limitée, c'est la version payante. Mais je vais vous donner des clés CD. Vous inquiétez pas. Donc vous allez sur le site de VMware, vous chopez Workstation Pro, hein, c'est pas ça, je pense que vous savez le faire. Vous allez là-dessus, tac tac tac. Voilà. Vous chopez la version Pro, ok? Prenez la simple si vous voulez pas utiliser mes clés CD, ok? Donc vous l'installez et on va aller sur le site de Parrot OS. Alors là, la dernière version est buggée, pas de chance. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc nous, en principe, on va sur Download. Alors après, vous pouvez essayer si vous avez une connexion rapide. Si vous avez une connexion lente, je vous conseille de suivre ce que je vais vous dire. Donc là, on a la version Home. Nous, on s'en fout, on veut la version Security. La Security, contrairement à l'IoT, donc Internet of Things, Internet des objets sur le cloud, il y a une version pour le cloud, les serveurs. Il y a une autre version Home. Nous, on veut la version Sécurité. La version Sécurité, c'est celle qui est dédiée au développement, donc programmation, au test d'intrusion et au red teaming. Ok? Donc c'est celle-là qu'on veut. Quand vous prenez ça, vous avez deux possibilités. Soit vous avez Mate, qui est léger, qui est l'interface graphique utilisateur bah, la plus utilisée, et donc c'est recommandé pour une machine peu puissante. Ok. Ça sera beaucoup plus rapide, l'interface est beaucoup plus épurée. Moi, je préfère KDE. KDE qui vous permet de faire de la 3D. Et en plus, là, pourquoi je vous dis d'utiliser VMware Pro? Parce que maintenant, ça gère nativement, même si c'est une machine virtualisée, OpenGL et DirectX 12. Donc, on va pouvoir profiter de tous ces effets en 3D, en fait, avec KDE, sans ralentissement. Enfin, c'était déjà très fluide avant avec un bon PC, mais avant, c'était émulé logiciellement. Maintenant, ça sera émulé de façon native via le hardware, donc via votre carte graphique. Donc, elle va servir à quelque chose. Donc là, honnêtement, avec un bon PC, ça serait vraiment bête de prendre la Mate. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je règle mon KDE pour que ça ait un peu de gueule. Et voilà, les trucs à faire dès qu'on installe sont Linux. C'est parti. Donc là, n'allez pas récupérer la dernière version, elle est buggée. Ce qu'on va faire, on va prendre la 4.10. On va aller dans les archives, ok? Dans les archives, je vais pas prendre la 4.11. Chez moi, je peux pas l'installer. Il y a un problème, visiblement. La personne qui a créé l'ISO euh, s'est trompée au niveau du paramétrage. Et quand vous allez lancer la VM avec le fichier ISO, vous verrez que vous aurez une erreur et il vous dira oui, on n'arrive pas à l'installer à partir du CD-ROM. Donc je galère un peu, je suis revenu à la 4.10 et la 4.10 n'a aucun problème. Donc nous, on se concentre sur la security. Ok? Donc, rappelez-vous, soit vous prenez l'ISO, soit vous prenez le torrent. Et si vous voulez la KDE, eh ben ça sera la KDE 4.10. Ok? Ça sera celle-ci. Ou ça, si vous voulez l'ISO. Si vous voulez pas KDE, vous voulez Mate, ça sera ça qu'il faudra apprendre. Ça, si vous voulez directement le fichier à ouvrir dans VMware, mais je vous déconseille de le faire parce que des fois on n'arrive pas à mettre à jour avec apt la distribution. Je vous conseille de faire comme moi, recommencer à partir de zéro. Et si vous voulez même, vous avez XFCE qui est encore une autre interface, mais moi que j'utilise pas du tout. Moi, celle que je vous conseille, c'est de récupérer celle-là. Parrot, KDE, sécurité, 4.10. Donc je l'ai déjà fait.
Elle est sur mon, bah, je l'ai installée sur mon SSD, même ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, en gros, je vais me servir de l'ISO qui est sur mon SSD et je vais installer la VM parce que je lui prévois 75-80 Go. Vous pouvez avec 20 Go installer, pas de problème. Mais je vous dis, au bout de 6 mois, avec toutes les bases de données, les programmes que vous allez installer de GitHub et les mises à jour, grosso modo, hein, moi, au bout d'un an, mon Linux, même au bout de 8-9 mois, il fait entre 70 et 80 gigas. Donc je vous conseille quand même d'avoir un peu d'espace disque. Donc là, ça va, j'arrête. Mais j'ai quand même, voilà, il me reste 200 gigas. Bien sûr que je ne vais pas l'installer sur mon SSD qui est full. Je vais l'installer sur le D. Mais l'image est sur le C, ça va aller beaucoup plus vite pour les besoins de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer un truc déjà. Qu'est-ce que je vais faire? Pour VMware, vous l'installez et vous allez utiliser les clés que je vais vous montrer. En fait. Ok. Donc laissez-moi 2 secondes. À la fin de l'installation, il vous dit soit de redémarrer l'ordinateur, soit il vous dit de rentrer la clé. Ok. Ou si vous avez déjà redémarré l'ordinateur, en fait, ce qu'on va faire, euh, eh ben, c'est que je vais vous donner la clé, vous allez dans VMware, et à un moment, vous verrez, bah, je vais vous montrer même, on va faire simple, je vais le lancer. Donc, moi, celui-là, je le désinstalle, hein, j'en ai plus besoin, honnêtement. Bon, on fera après, c'est pas très grave. Donc, je lance le pro. Donc là, je vais vous donner 2 clés, faites-en bon usage. Et je vais vous montrer, bah là j'ai utilisé les clés et vous voyez que eh bah voilà, pas d'expiration, licencié. Ok? Donc là je vous fais un beau cadeau parce que ça vaut plusieurs centaines d'euros. Donc vous allez utiliser une des 2 clés. J'espère qu'elle marche. Je vous le souhaite. Voilà. Rentrez une de ces 2 clés. Voyez si elle fonctionne pour vous. Si elle fonctionne pas, bah alors dans ce cas-là, installez VMware classique. Mais en théorie, elle marche. Ok? Donc voilà les 2 clés. Ça c'est cadeau. Et maintenant, bah, on peut commencer. Donc on arrive sur cette page. Je vais repartir de zéro. Je vais le faire avec vous. Comme ça, on va pas se prendre la tête. Je vais faire remove. Voilà. Donc on arrive sur cette interface où peut-être ça fera en blanc et tout ça. Là-dedans, je vous conseille d'aller dans Settings, régler tous vos, vos réglages, etc., etc. Mais on va le faire. Vérifier qu'il n'y a pas une mise à jour aussi. Donc là, j'ai la dernière version. En théorie, ouais, on est bon. Donc là, on va créer une VM. Comment on fait ça? On va aller sur notre Home et je vais lui dire que je veux créer une nouvelle machine virtuelle, ce qui est logique. Ok? Choisissez typique. On va prendre l'ISO. Alors, moi, c'est dans mon téléchargement, download, là où vous l'avez mis. On voit que c'est la 410. Ok, on est d'accord. Next. Donc là, Linux, vous mettez ouais, Debian 64 bits. Là, vous choisissez soit le C, soit le D, vous choisissez votre chemin. Pour moi, eh ben, je vais l'appeler Parrot. Voilà, sur mon D. Et il y en a déjà une qui existe. Donc, pour faire Parrot OS. Ok. Donc là, je vous ai dit, moi, je suis optimiste. Je lui mets 75 Go direct. Je mets un seul fichier pour que ça soit beaucoup plus rapide. Ok. Donc là, maintenant, si vous avez Hyper-V qui est activé, comment vous pouvez savoir? Vous faites ça, vous faites info, information système. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous regardez déjà ça, il faut que ça soit désactivé ou pas. Et voilà, un hyperviseur a été détecté. Ça veut dire que vous avez Hyper-V. Avant, il fallait faire des opérations pour que ça fonctionne. Si jamais vous utilisez Hyper-V, eh ben c'est simple.
En gros, vous cochez ces deux trucs. Si vous avez un message d'erreur, c'est qu'il faut décocher celui-ci. Moi, maintenant, il y a eu une mise à jour. Il fallait bidouiller les fichiers de configuration. Maintenant, par défaut, vous n'avez plus besoin d'activer cette option. Avant, ça nous faisait perdre 10-15% de performance. Niveau mémoire, je lui mets quoi? Bah, je lui mets 8 Go, moi j'en ai 16. Je laisse un peu de marge. Si vous allez trop haut, soit la machine va planter, soit vous allez avoir des ralentissements assez violents. Ok? Donc moi je pars sur 4 cœurs de Fred. Voilà, comme ça je laisse 2 cœurs. Euh, je laisse 2 cœurs à mon OS en fait, hein, parce que moi j'ai un 6 cœurs 8 Fred. Donc là, j'en laisse deux pour Windows, comme ça, pareil. Je sais que ça va pas ralentir. Restez en NAT. Austin Lee, vous déconnectez carrément la machine du réseau, mais ça va être très très dur de pirater, de faire des tests de hacking, des captures de flag. Ou Bridge, mais là, Bridge, vous êtes directement connecté à votre NIC, à votre carte réseau. Et rien ne vous prouve, vous n'avez pas audité l'ensemble des virus et des applications qui se trouvent sur Kali ou sur ParrotOS. Donc je vous conseille de passer par le NAT. Comme ça, si l'application essaye de pirater votre machine de production, le Windows qui fait tourner votre VM, eh ben, il faudra d'abord qu'il pirate le NAT pour pouvoir attaquer votre Windows. Ok? Prenez des précautions. C'est comme la mort. Donc, ça, moi je le passe en 3 points. Nickel. Carte son laissée par défaut, ça c'est important. Maintenant, on a, comme je vous disais, l'OpenGL et DirectX, donc les deux API qui permettent de gérer des cartes 3D et des graphismes. Donc on accélère, et là, il vous demande 8 Go, il a craqué, on va mettre 512, ça suffit amplement. Et là, vous faites close. Si vous voulez modifier l'écran, l'étirement de l'écran en fonction de vos résolutions, là, vous pouvez modifier également. Donc là, ça c'est fait, je fais finish. Maintenant, il y a un deuxième truc. Là, la VM apparaît, je redeviens dans Settings. Ok? Vous allez voir pourquoi. Maintenant, on va passer au deuxième onglet qui n'était pas présent. Ok? Là, je vérifie mes réglages, je vais mettre le keyboard, le clavier amélioré, je mets oui. Ok. Pour ce faire, il faut que lors de votre installation de VM ou VMware Pro, vous cochiez bien qu'il faille installer pardon, le, le driver pour les hands keyboard. Ok, c'est important. Comme ça évite des conflits avec votre clavier et vous aurez toutes les touches de vos claviers qui seront fonctionnelles. Tout ça, vous n'avez pas besoin de cocher. Là, ce que vous pouvez faire pour accélérer encore la VM, vous mettez, vous mettez ça, Disable Side Channel Mitigation. Donc il y a des attaques par canaux auxiliaires. Quand vous installez en dual boot, bien sûr, il faut qu'il y ait ces mitigations. Si c'est une VM, vous n'avez pas besoin de ces mitigations, puisque pour faire une attaque par canaux auxiliaires, il faut être directement présent sur la machine. Vu que c'est une machine virtualisée, on s'en fout et on va gagner beaucoup en performance, notamment quand on va faire du cracking de mot de passe. Ok? Quand on va utiliser toute la puissance du CPU ou du serveur pour, enfin, du CPU ou du GPU pour faire travailler, pour casser des mots de passe, etc., etc. Donc là, on est bien et on va lancer l'installation nickel. Donc là, c'est parti, on fait power on. Donc, 100, 100. Donc on arrive là-dessus. Vous allez tout en bas. Ok, installe. Alors ça sera en anglais, mais c'est pas très compliqué, suivez exactement comme je vous dis. Vous pouvez prendre français, mais vous allez voir que là, vous n'avez pas le mode d'installation. Ok, c'est juste le mode live. Ok, donc le mode live, eh ben, c'est lancé directement à partir de l'image, hein, ou de votre clé USB. Mode terminal, on va récupérer un terminal directement. Le RAM, eh ben, ça charge en RAM complètement. C'est un peu comme le live mode. Persistance et encrypted persistance, c'est si vous l'installez sur une clé USB, persistance, eh ben, ça va permettre de sauvegarder des fichiers dessus et de pouvoir faire des mises à jour de votre machine virtuelle sur la clé USB. Et ça sera le même mode mais chiffré. Forensique, c'est quand vous faites des analyses, donc si vous travaillez dans la police, la gendarmerie, les services de renseignement, et j'en passe des meilleurs, vous allez travailler en mode forensique. Le mode forensique bloque
l'écriture des blocs sur les disques durs, sur les SSD de la machine. Pourquoi? Pour ne pas compromettre l'épreuve, ok? On n'écrit jamais sur une machine où on lance une analyse forensique. Et ensuite, vous avez les trois modes, hein, les modes sans échec, au niveau de la mémoire, au niveau des chargements des drivers, des GPU, des cartes graphiques, et pareil, d'autres erreurs qui pourraient éventuellement bloquer le lancement du Linux. On s'en sert que très rarement, c'est quand la machine a craché. Donc nous, on va dans l'install, on va régler le français, vous inquiétez pas. Prenez GTK GUI, c'est un petit peu plus sexy, sinon on se retrouve avec vraiment un écran, un bootloader des années 90, quoi. Avec trois couleurs, du rouge, du blanc et du bleu. Un peu comme la France, mais c'est dégueulasse. Donc choisissez ça, laissez-le charger. Et vous voyez qu'en bas, il vous dit que c'est un Windows 64 bits. Et donc, à la fin de l'installation, on va venir cliquer tout en bas, là-dessus. Ok. Si jamais votre souris est bloquée, vous faites CTRL ALT. Ça débloque la souris. Ok. Vous inquiétez pas. Là, je vous montre. Donc là, ouais, ça va. Là, il arrive à gérer. Donc, on est en français. Ok. France, France. Donc là, ça passe en français. Ça y est, vous êtes sorti d'avant. Donc, chargement des composants supplémentaires. Alors, donc, une fois, vous ne basez pas sur ma machine qui n'est pas dégueulasse. Et en plus, comme je vous disais, le disque dur récupère les infos du SSD. Donc, ça va aller très très vite. En fonction de la puissance de votre ordinateur, vous allez mettre, pour les PC les plus longs, une demi-heure, une heure. Pour les plus rapides, on va dire moins de 7 minutes. Ou, allez, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, avec, si vous n'avez pas deux SSD NVM comme moi. Donc là, je vais mettre tout simplement bah, le compte, le mot de passe admin. Alors, bien sûr, j'avais pas le cap lock qui était activé, j'adore. Donc vous inquiétez pas, je vous montrerai si jamais vous oubliez ce mot de passe, comment pouvoir le modifier. Puisque là, on va créer certains banques va faire partie du root, il va être super utilisateur. Ok. Donc si on est super utilisateur, on peut modifier également le password root si jamais on l'oublie. C'est un avantage. Par contre, si vous faites pirater votre compte à privilège sous Linux, on pourra pirater votre compte root. Ça va dans les deux sens. Donc là, je vous conseille d'utiliser un disque entier si c'est une VM. Sinon, bah ça c'est plus pour du dual boot ou manuel si vous savez ce que vous faites. Moi, j'ai défini 80 Go, bon 75-80 Go. Il m'a pris 80,5 Go. Ok, parfait. Et je veux, alors pareil, pour les débutants, je vous conseille ça. Le problème, c'est que des fois, si vous avez plus d'espace, donc en principe, VMware agrandit la partition, mais ça peut faire cracher la machine ou le serveur. Donc, en sysadmin, on prend l'habitude de séparer les var, les temp et le home. Pourquoi? Parce que sur un serveur, vous aurez souvent énormément de logs qui seront contenus dans var et parfois dans tmp. Et si ces partitions eh ben, sont full, ça va pas faire cracher la machine. Si vous utilisez qu'une seule partition, ça peut faire cracher la machine. Donc, en administration système, sur un serveur, on utilise tout le temps les partitions home, var, tmp séparées. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le système de fichiers Linux et que vous débutez, je vous conseille pendant quelques années, au moins un an ou deux, d'utiliser tout dans une seule partition. Et quand vous serez plus à l'aise, vous utiliserez ce réglage. Ok. Donc là, il nous demande, on lui dit oui, 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 pas de problème. Est-ce qu'on veut retourner? Non. Et faut-il appliquer les changements? Bah oui, ça serait cool. Voilà. Donc il partitionne le partition virtuelle et il va nous l'installer tranquillement.
Donc là, comme je vous dis, hein, ça peut prendre plus ou moins de temps. Soyez patient, laissez-le tourner tranquillement. Et, euh, et puis après, on va voir comment moi je règle mon interface. Après, les goûts et les couleurs, hein. Je sais que c'est vraiment très personnel, mais je vais vous montrer comment mettre un petit peu plus de gueule, un peu plus de cachet en termes graphiques et les réglages que j'utilise pour être à l'aise moi pour bosser. Quand je fais mes captures de flag ou quand j'utilise cette machine pour faire du dev, de la programmation. Donc, on va le laisser copier, je peux passer en plein écran, ça va peut-être le booster un peu, pas sûr. Ouais, je pensais que ça irait plus vite avec le SSD, je suis un peu déçu là. Ouais, il utilise pas grand chose, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, ça y est, il se réveille. Ouais, ouais, écriture, 102, ouais, ok. Et l'autre, il envoie quoi à 30, ouais. Pas super rapide, hein. Il peut monter à plusieurs gigas. Je sais pas ce qu'il fait. Donc là, vous voyez, avec ce réglage, hein, c'est plutôt propre. Il me reste, grosso modo, allez, on va dire 2 gigas hein, pour le site pour Windows, pour faire ces trucs en fond. Et j'ai 16 gigas de swap sur mon SSD. Donc j'ai 16 gigas physiques, 16 gigas virtuels. Grosso modo, la machine reconnaît 32 gigas. C'est comme si j'avais 32 gigas de RAM. Après, à vous de régler votre swap comme vous le voulez. Et pareil, en fonction de vos cœurs, voilà, j'ai 6 cœurs, 12 threads, 12 processeurs logiques. Donc à vous de voir comment vous utilisez votre machine, combien de cœurs vous voulez allouer à votre VM. Plus vous en allouez, plus elle sera rapide, plus elle sera efficace. Surtout si vous décidez de casser des mots de passe avec la VM, pas sous Windows. Mais ça, on y reviendra. Donc, il va s'installer, le monsieur. On va le laisser faire et je vous reprends à la fin. Donc on se retrouve, ça a pris 5 minutes et que ça télécharge bah, aussi des packages d'internet, vu que j'ai la fibre, c'est allé très très vite. Ensuite on se retrouve sur cette partie qui est en anglais. Donc on va faire très simple maintenant, si vous avez un ordinateur récent, avant on parlait de BIOS, maintenant vous savez que le BIOS a été remplacé par l'UEFI, ok? L'UEFI c'est ce qui permet en fait de gérer déjà vos partitions, le secteur d'amorçage de vos disques durs, et ça va décider de choisir aussi, d'initialiser en fait tous vos périphériques, ok? Tout ce qui est relié à votre carte mère, votre processeur, votre carte graphique, votre RAM, j'en passais des meilleurs. Ok? Donc là, Grub, GRUB, que vous voyez là, en gros, c'est un programme qui va venir s'intercaler. Une fois que l'UEFI est chargé, et ben on a Grub. Et Grub, on va lui dire, bah écoute, euh, tu vas t'installer et tu vas me proposer de soit te lancer en dual boot, donc j'aurai le choix de lancer mon Windows ou de lancer mon Kali Linux, ou là en l'occurrence mon ParaOS, où bah, il y a plusieurs systèmes d'exploitation qui sont installés, ok? Du dual boot, triple boot, quadruple boot, ce que vous voulez. Donc le grub, on l'installe. Même sur une VM, je vous conseille de l'installer. Donc il nous dit, est-ce que vous voulez l'installer sur notre partition primaire, notre disque primaire? On va mettre oui, ok? Même si c'est une machine virtualisée. Après, par contre, il faut absolument le faire bah, je vous conseille de le faire tout le temps, en fait. Quand vous faites du dual boot, ok? Quand la machine n'est pas virtuelle, mais elle est installée au-dessus de votre autre système d'exploitation qui généralement est Windows. Donc là, on va faire oui. Continuer. Choix manuel. Là, vous choisissez Dev SDA. Ok. Continuer. Ça installe Grub dans Dev SDA. Donc dans Dev, vous savez que vous avez tous vos périphériques. Dev, ça veut dire device. Device, en anglais, ce sont les périphériques.
Donc vous aurez tous vos disques durs, ok, les CD-ROM et j'en passe et des meilleurs. Il y a deux points importants dans le système de fichiers Linux à la racine, slash, c'est dev et MNT. MNT comme mount, to mount, en anglais monter. Quand on va monter des périphériques type clé USB, disque dur externe, etc., etc. Je m'arrête là. L'installation est terminée, on est bon. Donc là, on fait continuer. Ça va effacer les scripts d'installation de la mémoire temporaire pardon, qui est dans temp, et ça va lancer notre ParrotOS. Maintenant, on va voir toute la partie configuration. Qu'est-ce qu'il faut faire quand je viens d'installer un Linux en dual boot ou là, en l'occurrence, sur une VM? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous montrer ce que vous devez faire. Absolument. Donc là, faites-vous un petit café. À mon avis, la vidéo va faire plus d'une heure. Mais voilà. Franchement, moi j'avais. C'est vrai que j'ai galéré pour trouver tous les réglages dans KDE. Ça a mis du temps, quoi. C'est avec mon expérience. Et j'avais pas de vidéo sur YouTube de gens qui m'expliquaient. Bon, ils m'expliquaient comment installer Linux avec une VM, mais j'avais pas de gens qui me disaient comment bien paramétrer Kali ou ParrotOS. Tout ce que je vous montre là pour ParrotOS s'applique à Kali. Donc là, on le laisse faire et on voit qu'il charge directement la première option. Ok. Après, rien ne vous empêche avec les touches de votre clavier de choisir l'option qui vous convient. Là, j'ai fait échappe pour vérifier que j'ai pas de message d'erreur. Sinon, ça me laisse le fond d'écran qui est bidon. Là, au moins, je sais que c'est du OK, OK, OK. Et là, je vais pouvoir déjà détecter s'il y a un problème de driver, s'il y a un problème à l'initialisation du Linux. Pour l'instant, je vois que tout est en vert en OK. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, je vais partir du principe que vous êtes néophyte, hein, vous n'êtes pas un pro de Linux ou un sysadmin Linux ou là, je vais donner des règles de base, mais voilà ce que je vous conseille de faire. Après, si j'oublie des choses, veuillez m'en excuser. Donc là, bah, je vais taper le mot de passe que j'ai tapé tout à l'heure, sauf que j'ai oublié mon caps lock. Alors ouais, par défaut, quand vous lancez votre VM, appuyez sur verrou image, verrou numérique, parce que il le prend pas en compte. Donc ça va charger KDE, Plasma, notre gestionnaire de fenêtres de l'interface graphique pour la première fois. Ça va mettre un petit peu de temps à s'initialiser. Et on va arriver, vous voyez en bas, Plasma par KDE. Donc maintenant je vais vous montrer comment configurer KDE et pourquoi j'aime KDE. Parce que bah, de toute façon, franchement, c'est même plus beau qu'un Windows, hein. Si vous le configurez bien, c'est hautement personnalisable. Donc là, déjà, vous voyez que c'est vraiment dégueulasse. Je déteste ce fond d'écran. Vous pouvez... Alors, il va falloir... Vous allez voir qu'il y a plein de menus. Au début, ça peut être un peu déroutant. Qu'est-ce qu'on va faire? Le premier truc qu'on va faire, c'est on va aller là et on va s'ouvrir un terminal. Ok? Console. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, avec CTRL et la molette, je peux zoomer en temps réel. Vous voyez, avec ma molette, je peux zoomer, dézoomer. Donc ça, c'est super utile. Vous laissez CTRL, moi j'utilise CTRL gauche. Est-ce que ça marche avec CTRL droit? Ouais, ça marche aussi. Donc, peu importe le contrôle que vous utilisez. Premier truc qu'on va faire, c'est que le pare-feu, il n'est pas activé. Donc sous Linux, je rappelle, il y a iptable qui permet de gérer les tables IP, qui permet de gérer en fait le pare-feu. Mais c'est extrêmement complexe. En fait, il n'y a que les ingénieurs système hein, qui sont à l'aise avec iptable. Nous, on va utiliser un framework qui permet de gérer iptable pour nous. Comment s'appelle ce framework? S'appelle UFW. UFW gère iptable, mais beaucoup plus simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de démarrer. Ok. Donc je vais faire quoi? Ben, je vais lui dire enable. Ok. Donc là, il nous dit qu'on doit être
Tant mieux, on va faire un sudo et on fait un enable. Voilà, donc là je retape mon mot de passe. Lisez bien le message, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pare-feu est actif et activé à chaque redémarrage du système. Ok? Enfin, démarrage. Donc là on est bon. Comment on peut faire? On a des commandes UFW status. Euh, ça nous permet de connaître toutes les règles. Donc il y a deux possibilités. Là, il nous dit qu'il est actif. Ok. Il y a encore plus simple pour les néophytes. Je vous ai parlé d'UFW, mais il y a GUFW. Ça, c'est le plus simple pour vous. C'est l'interface graphique d'UFW. Donc là, ça se lance et on va vérifier nos réglages. Donc là-dessus, tout le temps, choisissez le profil que vous voulez. Donc moi, je suis domestique, ok. En entrant, je refuse tout, ok. Et j'autorise tout en sortie, ok. Et même, je devrais même rejeter. Moi, je préfère rejeter parce que ça induit, si on fait un nmap sur votre machine, il vaut mieux rejeter que refuser. Refuser, il y aura une réponse explicite. Nmap saura que le port est fermé. Rejeter, vous allez feinter un peu le système. Le pirate qui essaiera de vous attaquer devra faire quelques opérations supplémentaires pour détecter si le port est ouvert ou pas. Je vous redirige sur mes vidéos que j'ai postées ou pas encore sur le scan de port. Ok, comment utiliser Nmap. Donc, nous, moi, chez couleur de la France, ok. Bleu, blanc, rouge. C'est aussi simple que ça. Ensuite, comment ça se passe? Là, vous avez des règles. Imaginons que moi, je veuille ouvrir le 22, le SSH, ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans simple tout le temps, si vous êtes néophyte, je vais dire SSH, ok. Et SSH, je vais lui dire bah, les deux protocoles, ok. Je veux, bah, par exemple, en entrée ou en sortie, vous voyez, je vais mettre en sortie, autorisé, ouais, c'est ce que je veux. Je veux le port SSH. Donc là, vous tapez SSH, lui, il reconnaît automatiquement le port 22. Ok? Vous pouvez écrire 22 comme une plage de port, 22, 22.24 ou HTTP. Si je tape SSH, il le trouve tout seul. Je peux mettre 22, c'est pareil. Et là, je vais mettre SSH comme ça. Je suis sûr que je fais pas de bêtises. Je l'ajoute, ok? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On sort de là, voilà, qu'il a été ajouté. Donc, vous inquiétez pas, autorisé c'est en rouge, et il y aura d'autres trucs qui seront en vert. Ok, vert c'est bloqué, rouge c'est autorisé. Et vous avez le journal, donc là vous pouvez demander de, comment dire, d'enregistrer en fait tout ce qui se passe au niveau de votre connexion réseau. Et là vous voyez ce qu'on a, le fameux protocole qui permet l'UPnP, qui permet le plug and play en fait, qui permet d'ouvrir directement euh, les bons ports à votre routeur. Ok, comme ça vous n'avez pas à le faire. Et là on voit qu'on a trois services qui ont ouvert sur le port 1716 et 68. Et ben des connexions. Mais c'est normal, c'est KDE. Et ça, le Network Manager, c'est notre gestion du réseau. Ok, connexion active. Donc là, on est bien, le pare-feu est activé. Parfait. Maintenant, je vais faire un truc parce que je déteste. Je vais aller, alors, il faut que je retrouve parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait. Je suis désolé, je vais galérer un peu. Donc ça, ça, oublié, c'est pas le bon. On va faire comme si ça ressemblait à Windows. Vous allez comprendre où je veux en venir. Non, ça c'est ce que je viens de faire. Attends pour moi. Non, pareil, il veut pas. Alors, il faut que je retrouve où c'est. Ok, voilà. Donc vous allez dans décoration, ok, configuration module du système, décoration de fenêtre. Et là, ce que je vous conseille, honnêtement, moi je fais comme Windows. C'est-à-dire que ça, je le passe de ce côté-là. Ok. Le fermer, je le mets en dernier. Ensuite, il y a quoi? Il y a réduire qui est là. Et il y a augmenter. D'accord? Donc là, ça passe du côté, parce que je déteste l'avoir de ce côté, façon Linux ou macOS. Je préfère le mettre là. Après, c'est une question de goût. Ça, c'est pour interroger. Ça, c'est pour activer le menu spécial KDE. Ça, c'est pour épingler la fenêtre. Quand vous épinglez une fenêtre,
elle restera au premier plan. Vous ne pourrez pas switcher. Voyez. Donc là aussi, il y a des trucs qu'on va régler. Avec Alt-Tab, on a cette vue-là. Cette vue-là est totalement merdique. On va changer tout ça. Ensuite, premier truc qu'il faut faire, c'est compositeur. Donc là, oui, vous le faites appliquer. Le compositeur, on va le mettre de moitié, comme ça, je pense que c'est bien. Passer en OpenGL 3.1, absolument, pour avoir un maximum de fluidité, et mettez avec lissage. Vous appliquez, et là, on va faire un contrôle F1, F2, F3. Là, vous voyez que ça permet, en fait, avec contrôle F12, contrôle F11, vous avez un cube. Alors vous pouvez ajouter des faces, mais moi je trouve que 4 bureaux c'est déjà pas mal. Vous pouvez en ajouter, je vais vous montrer comment ajouter et ça sera plus un cube. Mais vous voyez que ouais, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Avant avec une VM c'était un petit peu ralenti. Bon, il y a quelques saccades, mais pour une machine virtuelle c'est plutôt pas mal. Donc avec CTRL F1, je suis sur le premier bureau, CTRL F2, bah, le deuxième, F3, F4, vous avez compris le principe. Donc là, je veux juste ralentir un peu, parce que je trouve que ça va trop vite. J'aime bien qu'il y ait un petit effet qu'on voit. Le cube. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal, mais je vais quand même réduire. Je veux pas que ça soit trop long non plus. Voilà. Là, c'est cool. Je trouve que c'est cool, on voit l'effet, et c'est pas trop rapide, pas trop lent. Encore une fois, c'est une question de goût. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Là, je crois qu'on est bon. On va mettre à jour le système. Je vous ai dit que ça, on peut le fermer. Eh ben que on est en 4.10, on va passer en 4.11. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire sudo apt update. Ok? Ça met à jour le repo. Donc vous savez que sous Linux, on récupère les paquets du repo. On met à jour le repo. Le repo, c'est un dépôt. On va déposer tous les paquets et les paquets gèrent les applications que vous avez sur votre ordinateur, sous votre Linux. Ça fonctionne pas comme sous Windows. Pour l'instant, on ne va pas modifier les sources, on n'en a pas besoin. On garde les sources officielles de Parrot. Ça nous évite de télécharger des virus, par exemple. Et là, on va mettre à jour le repo. Il y a toujours première étape, vous faites un sudo apt update pour être sûr que le repo est à jour. Et une fois que le repo est à jour, il vous donnera tout ce qui est corrélé, toutes les applications que vous pouvez installer sous Linux. Donc nous, on va faire ça. On va faire... Alors, vous pouvez aussi utiliser, il y a un truc de mise à jour automatique. Si vous voulez le faire en interface graphique, je vous montre. Faut que je le retrouve. C'est pas Dolphin, c'est mise à jour. Si je tape mise à jour. Non, il veut pas. Là, vous avez toutes les applications. Qu'est-ce qu'on peut faire? Système. Gestionnaire de paquets. Ça fait exactement la même chose. Donc là, oui, tac, 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 fermé. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça gère, Synaptic gère les paquets apt. Apt gère les paquets Linux, c'est pareil. Donc là, soit vous faites tout mettre à jour, ok? Soit vous le faites en ligne de commande. Moi, je préfère le faire en ligne de commande, mais les deux fonctionnent. Franchement, c'est quasiment pareil, on va dire. Donc, c'est une question de goût. Je vais taper 3 commandes et on va voir comment ça se passe. Donc, sudo apt, je mets à jour le repo. Ensuite, deuxième instruction. Et élévation de privilège. apt, cette fois-ci, upgrade. Parce que une fois que vous avez fait un update, on fait un upgrade. La vraie mise à jour du système d'exploitation de vos applications, c'est via la commande upgrade. Mais pour être à jour, il faut d'abord faire un update. Et ensuite, on va demander de redémarrer la machine. Voilà. Moi, je fais tout le temps ça. Donc là, ça télécharge les mises à jour du repo. On voit que c'est la version stable. Et là, ça me dit, voilà. Ensuite, l'upgrade me dit, regarde tous tes paquets là à mettre à jour. Il y en a un paquet, c'est le cas de le dire. Donc j'en ai 2643 à mettre à jour. Donc ça va prendre du temps. Si vous avez une petite connexion, ça peut mettre plusieurs heures avant
J'habitais un petit village, ça mettait 3 4 heures à faire la mise à jour. Là, j'ai la fibre, ça devrait bombarder. Donc 13 minutes quand même. Là, je suis bridé là, ça va pas vite, hein. Je suis déçu. Ça va à 3 mégas. Donc en attendant, ce qu'on peut faire, c'est que on va aller dans la configuration et là, je vais vous montrer moi, la partie esthétique parce que je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Les menus en bas et tout, je trouve ça. Enfin, après, c'est encore une fois, hein, c'est une question de goût. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais aller dans configuration du système pendant que le système d'exploitation se met à jour. Voilà. Et on va aller dans décoration fenêtre. Là, je vais aller dans style plasma. Ok? Style plasma, même apparence des applications, ouais. Qu'est-ce que je peux tester? Je vais regarder un peu décoration des fenêtres. Ok. Donc ça, pour l'instant, on va pas y aller. On va faire thème global. Je vais aller me télécharger un thème qui me fait kiffer, moi, que j'aime beaucoup. Alors, il est où? Donc trouvez quelque chose qui vous plaît, hein. Vous pouvez même le faire ressembler à Windows sans aucun problème ou à macOS sans aucun souci. Moi, je vais prendre. Faut que je le retrouve. Le problème, ça fait longtemps, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Mid Gradient, global. Celui-là, je trouve qu'il pète. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Mais moi, c'est celui-là que j'utilise. Donc, on fait installer, fermer. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Voilà, on va attendre qu'il se télécharge. On va aller entre-temps dans écran. Je vais vérifier le réglage, 60 Hz, pas mal. Compositeur, on est bien en 3 points. Le gamma, ok. Couleur de nuit, j'en ai pas besoin. Ça, c'est cool. Stockage amovible, on va aller dans les connexions. Voilà, filaire, on va modifier ça. Passer en full bidirectional, donc ça c'est déjà fait, pas besoin de le faire. Le MTU, passez-le à 1500, ok, pour améliorer les paquets, notamment la fragmentation des paquets réseau. Donc là, on va mettre 1500 s'il va bien, pas l'air de vouloir. Ok, t'es cool, toi. Appliqué 1500 octets, parfait. Ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. IPv4, on va le laisser en automatique, on va pas se prendre la tête. Je vais la renommer en connexion Ethernet. Vous avez plus de gueule. Voilà. Je reviens sur mon KDE qui doit être téléchargé. Voilà, on a mis le gradient et là, faites appliquer. Donc, voilà, ça a déjà plus de gueule. Vous voyez, au niveau des menus, je préfère au niveau des couleurs.
Qu'est-ce qu'on a? Le fond d'écran, pareil. On va aller configurer le bureau. Ok. Et là, on peut se prendre. Voilà, le fond d'écran qui a déjà beaucoup plus de gueule. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Action de la souris. Alors, ça pareil, c'est une question de goût. Ouais. Ligne à gauche. Ok. Filtre. Ça c'est bon. Bidouille. Ok. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Ouais, ça on va laisser. Alors, ouais, là c'est important. Donc là, ce que je vous conseille, c'est bord de l'écran. Moi je le désactive ça. Lancer d'application, il est déjà de toute façon. Bon, ça on va le laisser. Voilà, les effets de bureau, ça c'est vachement important. Que ça ait beaucoup plus de gueule. Donc on va descendre tout en bas. 30 par seconde, on s'en fout. Tomber en ruine, ça peut être pas mal. Fenêtre en gélatine, c'est marrant. Voilà, vous voyez, ça, hop, voilà, ça fait un petit effet comme ça, sexy. Tomber en morceaux, c'est assez marrant. Quand vous fermez l'aspect en morceaux, qu'est-ce qu'on va faire? Plus en perspective, ça vous préfère. Donc vous rappelez Alt Tab tout à l'heure. Voilà, ça on va le changer parce que j'aime pas ça. Donc on va remonter, on va le monter. Trace la souris, ça me semble cool. Si on peut l'activer, c'est sympa. Flou, dans l'écran, contraste des ceintures, ouais. Fondu, ah, je peux faire glisser. Donc animation en cube, c'est pareil, je vais vous montrer. On peut, donc là, ok, ça c'est bon. Donc ça c'est ce que je vous ai montré, ouais. Et on peut ajouter aussi de nouveaux trucs. Mais ça je vous montrerai plus tard, parce que là la machine va redémarrer, on est bientôt à la fin. On va rester là-dessus. Hop. Donc il est en train de charger tout dans la base de données. Remarque, je suis un peu bête parce que ça va mettre du temps. S'il y a 2600 applications, à mon avis, ouais, il y a le temps de se balader encore un peu. Donc écran tactile, moi je le désactive. Alors, les bureaux virtuels, c'est là que vous allez pouvoir ajouter d'autres bureaux. Je vous montre. Là maintenant je fais CTRL F11. Je n'ai pas fait activer, je suis bête. Cliquez. Voilà. Vous voyez que maintenant, c'est plus un cube. Donc, plus vous allez en ajouter, plus ça va ramer en même temps. Mais vous voyez que vous pouvez mettre autant de bureaux virtuels que vous voulez. Ok. Moi, je m'en sers que de 4. Il y en a qui en mettent 6, 8. Honnêtement, je ne sais même pas le maximum. Ouais, je sais pas s'il y a une limite en fait. Cliquez. Donc là, ça va être vraiment le bordel. Vous y retrouvez. Là, c'est carrément un cercle. C'est devenu un cercle. Donc à vous de voir. Hein, si vous regardez 12 films en même temps, ça peut être super utile. Non, je plaisante. Hein, ça sert à rien. Puis vous voyez que ça, ça rame et tout. Honnêtement, moi je mets 4, c'est très bien comme ça. Après, voilà. C'est en fonction de vos goûts. En tout cas, ça se règle dans les bureaux virtuels. Et vous pouvez le renommer aussi pour lui donner un nom. Ok. Donc ça, c'est cool. Donc là, moi, je mets 4.
Voilà, c'est beaucoup plus simple. Je me retrouve et j'ai pas besoin de plus. Donc là, c'est pareil. Il va nous demander si on est content. Oui, on est content. Et on lance l'installation. Impossible d'installer le thème. Ok. Donc là, ça va extraire les paquets et ça va les installer. Donc là, il vous demande si Dumbcap est installé, si Wireshark en fait euh, peut capturer les paquets. Est-ce que vous voulez que les super users ne soient pas soient capables pardon, de capturer les paquets? Et ben là, c'est à vous de voir en fait. En principe, bah, je vous conseille de le désactiver parce que ça peut être super dangereux en effet. On pourrait sniffer votre réseau même si on n'est pas route. Donc moi je mets non. Après, si vous n'avez pas envie de faire sudo pour pouvoir lancer T-Shark ou Wireshark, et ben dans ce cas-là vous faites oui. Mais moi par sécurité je mets non. Ensuite, graphique par session. Alors là, c'est une question de goût. Moi, je préfère SDDM. Ok. Il y en a qui préfèrent LightDM. En gros, c'est ce qui va charger l'interface graphique au chargement quand vous tapez sur la mire de connexion votre mot de passe. Le premier truc que vous verrez quand Linux se charge. Je préfère SDM. Voilà. Parce qu'après, je vais installer aussi d'autres trucs pour personnaliser le démarrage de Linux en fait, pour que ça ait vraiment de la gueule. Donc là-dedans, pendant que ça se fait, un truc que je pense, on va aller dans configuration. Je vais vous montrer un petit peu mes réglages aussi. Donc configurer console, ok. Donc là, on est bien. Ok, profil, pas mal. Ok, comportement, ok, fichier temporaire, dans TMP, ouais. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, ce que je fais, c'est raccourci clavier, super important. Donc là, il y a des trucs à changer en fait. Moi, j'aime bien changer d'un onglet à l'autre très 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 rapidement. Ok. Donc on va faire Alt 1. Moi, j'aime pas en fait. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère faire un contrôle 1. Bon, après, c'est une question de goût. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Là, ça sera contrôle 2. Ah, ça m'énerve ça. Donc là, il me dit qu'il y a des ambiguïtés, mais je m'en fous. Hum, ça, contrôle 4. Et en fait, voilà, ça va me permettre d'être ultra, ultra, ultra rapide quand je fais, bah, tout simplement, j'ouvre plein de fenêtres. Voilà, on va aller jusqu'à 0. Ok, si tu veux bien descendre, mon gars. Passer à l'onglet 8, passer à l'onglet 9, contrôle 9, et passer à l'onglet 10, contrôle 10. Contrôle 0, pardon. Voilà, donc là on est pas mal. Là, il nous dit les services, faut-il redémarrer les services automatiquement? Vous faites oui, entre-temps. Et là, je vous montre, donc si je fais CTRL Maj T, ça m'ouvre plein de nouvelles fenêtres. Vous le voyez en bas, ici. Ok. La première, CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4, CTRL 5, CTRL 6. Vous avez compris le principe. Et ça va être beaucoup plus rapide que d'aller à chaque fois cliquer sur le truc que je veux en fait. Ok. Donc ça, c'est une configuration. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça dépend des goûts. Voilà. Mais moi, j'aime bien faire ça. Et il y a un truc aussi, c'est rendre transparent les fenêtres. Je m'en sers très souvent. Et faut que je le trouve. Alors oui, scinder la vue aussi. Ça, c'est super important. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je vais faire. Donc ça, c'est contrôle droit. Ok. Flèche de droite.
Et ça, je vais faire contrôle flash de gauche, s'il veut bien. Voilà, scindé, contrôle flash du bas même. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je fais contrôle flash de droite, vous voyez, et je peux ouvrir trois écrans sans problème. Si je fais flèche du bas, ça va rediviser encore. Ok? Vous pouvez les fermer sans problème, mais c'est super utile, surtout quand on fait des CTF. Je veux diviser l'écran en deux, au lieu de faire contrôle flèche de droite, je vais faire contrôle flèche du bas. Voilà. Et là, je peux continuer de travailler pendant qu'il y a un truc qui se fait en haut. Et je peux même faire encore un contrôle flèche de droite, ouais. Et j'ai mes trois fenêtres, je peux bosser, passer de l'une à l'autre sans aucun problème. Je peux faire un contrôle droit, recouper ma dernière fenêtre. Je veux prendre celle-là, je veux la réouvrir, je fais un contrôle droit et j'ai maintenant 5 fenêtres. Vous voyez où je veux en venir? C'est super utile. Surtout quand on fait plein de choses en même temps. Et quand on fait du capture de tag, quand on fait des tests d'intrusion, on fait tout le temps plein de trucs en même temps. Donc là, on n'est pas trop mal. On va continuer la personnalisation. Verrouillage de l'écran, c'est pareil. Je fais, ok, je vais attendre. Visiblement, ça fout la merde. Je vais mettre à jour tout ça. Ça, c'est le fameux effet quand ça part en fragment. Donc voilà, là, on n'est pas trop mal. Ça lag un peu, je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis avec un VM Pro. Ouais, je pense que c'est parce que j'enregistre sur le même disque dur que la VM. Donc voilà. Je vais attendre que ça se termine. Je pense qu'il y en a pour un quart d'heure. Et je vous reprends après.